Dans cette phase d'intense opération au Proche-Orient, nous nous devons, comme lors des actions initiales de l'invasion de l'Ukraine, prendre du recul et analyser une fois qu'un retour d'expérience est vraiment possible. Cette semaine chez Defense Insider, nous vous proposons de revenir sur des actualités qui pourraient sembler anecdotiques, mais qui sont des signaux faibles de tendance de fond dans le monde des opérations comme dans celui de l'industrie de défense. Israël et les limites des frappes. Dans la nuit du 3 octobre, Tsahal a opéré des frappes sur le territoire syrien, notamment sur sa bande côtière. Les explosions ont été signalées à proximité de la base aérienne en bordure de la ville de Latakia. Cet aérodrome héberge historiquement les aéronefs russes déployés dans la région. Cette escalade géographique dans les choix des sites frappés, dans le cas présent un dépôt de munitions, démontre la volonté israélienne de faire passer le message que tout contact direct ou indirect en support des actions iraniennes ou de ses proxys sera considéré comme une belligérance. En effet, les armes destinées au Hezbollah et fournies par l'Iran sont livrées en partie via la Syrie pour ensuite finir leur voyage au Liban. Ces attaques, dont la précision ne font aucun doute, sont en lien avec les récentes déclarations et publications de l'armée israélienne montrant des exemples d'armes capturées au Liban et majoritairement de fabrication russe. La télévision d'État syrienne précise que le bombardement a commencé 1 heure après l'arrivée d'un appareil commercial iranien et que ni les pistes ni la tour de contrôle n'ont subi le moindre dégât. Le mode d'action choisi pour ces frappes n'est pas pour l'instant identifié, même si la présence de navires israéliens fut mentionnée par les autorités syriennes. Les bâtiments de surface de l'État hébreu, comme la frégate classe Sa'ar 6, n'étant pas équipés en missiles de croisière, leur participation reste incertaine, même si leur missile anti-navire Gabriel 5 possède une capacité de frappe contre terre. Les sous-marins classe Dolphin 2 peuvent de leur côté mettre en œuvre des missiles de croisière, mais qui dans leur configuration actuelle sont plutôt des vecteurs nucléaires dans l'optique d'une stratégie de dissuasion en seconde frappe. Une opération complexe avec plusieurs effecteurs semble être une bonne hypothèse, car le bombardement a impliqué une trentaine de missiles avec un cap d'attaque venant de la mer. Une cape de Sukhoi pour combattre Air Patrol a pris l'air à la suite de l'attaque en couvrant le secteur de Latakia après l'échec des défenses antiaériennes. Ce raid a été suivi le lendemain de frappes aériennes contre le quartier de Mézé à Damas qui ont abouti à la mort de Hassan Jafar, le gendre de Hassan Nasrallah. Après 94 attaques documentées en territoire syrien cette année, ces actions récentes de la part de Tsahal sortent du schéma habituel qui risque une très grande proximité des installations russes vis-à-vis des points d'impact et qui permettent aussi d'estimer la résilience de la défense antiaérienne locale. Néanmoins, la Russie a largement dégarni sa présence sur cette base aérienne et donc la défense allouée à celle-ci pour rediriger ses ressources vers le front ukrainien. Le volet naval du port de Tartous restant pour sa part au même niveau de présence que depuis 2015. Pour plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à revenir sur nos 2 vidéos concernant la marine israélienne ainsi que la présence militaire russe sur la côte syrienne, les liens sont en description. Le Spirit n'est pas mort. Les premières démonstrations en vol du B-21 Raider ne doivent pas masquer le fait que le B-2 Spirit est loin d'être retiré du service et que le maintien de son efficacité est essentiel pour le maintien de la crédibilité de la dissuasion nucléaire aéroportée américaine. Devant rester en service au moins jusqu'à la fin de cette décennie, les nouvelles implémentations concernent l'armement et les communications. Ce rétrofit est connu sous le nom SR1 pour Spirit Realm, permet d'intégrer des systèmes de mission ouverts afin d'y intégrer de nouveaux logiciels. Après une mise à jour complète de son autodéfense électromagnétique en 2019, permettant de géolocaliser des nœuds de défense SAM par exemple. Le cockpit est une nouvelle fois revu avec de nouveaux écrans. Concernant l'armement, les options peuvent inclure la nouvelle bombe Bunker Buster de 2,3 tonnes GBU 72B, qui est en fait un pénétrateur avancé BLU 138 avec un kit de guidage GPS identique au JDAM pour Joint Direct Attack Munition, aussi très attendu mais non inclus dans cette évolution, le missile hypersonique encore à l'essai AGM-181A, qui sera selon toute vraisemblance une chasse gardée du B-21. La validation de nouveaux investissements pour la petite flotte de B2 tend à se compliquer au regard de leurs récentes déconvenues techniques. En effet, le 10 décembre 2022, un atterrissage d'urgence par une avarie inconnue, accompagnée d'un incendie d'un B2, sur leur base de Whiteman au Missouri, a cloué une majeure partie de la flotte au sol durant 6 mois. Leur site de réparation étant à l'usine 42 de Northrop Grumman à Palmdale, Californie, les entretiens majeurs sont limités à 1 tous les 9 ans et comprennent l'application de la texture anti-radar formant la peau du Spirit et étant l'un des plus gros postes de dépenses en termes d'entretien. La complexité globale de l'appareil, couplée à son âge, 35 ans depuis le premier vol du prototype, aggrave naturellement l'occurrence d'avaries.
L'US Air Force fait face à un problème majeur de remplacement de ses bombardiers dans l'optique où bien que les B-21 aient pris son envol, son rythme d'entrée en service va rester assez lent. Il faut donc maintenir la flotte de 19 B-2 théoriques pour conserver assez de pénétrateurs, sauvegarder le potentiel des vénérables B-52 qui vont continuer d'officier comme camions à missiles pour opérer à distance de sécurité et enfin tirer jusqu'à la corde les derniers B-1 lanceurs qui forment avec leur vitesse et leur charge utile un argument expéditionnaire de poids. Commande surprise de M60. L'US Army a attribué très récemment un contrat d'une valeur de près de 15 millions de dollars à l'US Ordnance pour un nombre non précisé de mitrailleurs M60 dans leurs variantes E4 et E6, mais aussi des kits pour convertir des modèles plus anciens à ce standard, ainsi que des programmes de formation pour le personnel associé. Un contrat au caractère mystérieux étant donné que l'armée américaine a largement cessé d'utiliser la M60. On pourrait penser à une commande en lien avec un support pour l'Ukraine, mais les derniers packages d'armement validés ne mentionnent ce type de mitrailleuse au calibre 7,62 par 51 mm. Une note datant de janvier 2024 de la part de la cellule en charge des contrats de commande émettait une requête pour décrire la quantité maximale délivrable de système M60 et kit de conversion sous 60 jours, et indiquait en annexe une cible de 500 M60 dans le délai précédemment cité. Bien sûr, le Pentagone affiche le prétexte de la sécurité opérationnelle pour ne pas donner de détails supplémentaires et renvoyer les journalistes spécialisés vers le bureau du secrétaire aux affaires publiques de la défense. Vous nous direz, and so what? Une tempête dans un verre d'eau en somme. La transparence des commandes américaines d'armement en dehors des grands programmes nationaux et pour des systèmes de ce genre est capitale, et ce d'autant plus en période électorale. Personne n'a besoin d'un scénario type War Dogs au moment où la capacité de l'équipe Biden-Harris à gérer correctement les fonds publics est scrupuleusement décortiquée. Après que le gouvernement américain avait précisé depuis l'an dernier qu'ils arrivaient à court de fonds dans le cadre de l'aide militaire en Ukraine. Un programme spécifique permettait de contourner la vision parlementaire. L'EDA, Excess Defense Articles, indique que le matériel répondant à certaines spécifications, pour être considéré comme excédentaire dans l'inventaire, peut être vendu à bas prix, voire transféré dans l'esprit d'une subvention à une nation alliée. Les mécanismes existent donc bel et bien pour maintenir le flux vers le front ukrainien, ce qui permettait à un certain candidat républicain de tenir un discours radical dans le domaine tout en étant en contradiction avec les flux logistiques physiques vers l'Europe. Pour conclure, dans cette nouvelle séquence saturée par les opérations de Tsahal, il est bien difficile d'entendre les mouvements de fond qui s'opèrent au-delà des analyses des chaînes d'information en continu. L'Ukraine peine à conserver un éclairage lui permettant de solliciter autant d'aide dans une période clé de sa résistance à l'invasion, et la présidentielle américaine va écraser tout pragmatisme en noyant le discours ambiant dans la radicalité. C'est une croisée des chemins qui va s'opérer ce trimestre, et comme à notre habitude, nous essaierons de vous fournir les signaux faibles de ce milieu de niche qu'est le monde de la défense et de ses industries. Nul n'étant prophète en son pays, nous comptons sur vous pour continuer à garder cette vision large et à la fois technique, et peut-être grâce à Defense Insider, être celui ou celle que l'on n'attend pas dans le débat entre le plat et le dessert. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En 2024, vous êtes plus de 88,2% à regarder nos vidéos sans être abonné. En vous abonnant et en mettant un j'aime, cela aide YouTube à comprendre que vous appréciez ce contenu et vous permet d'être notifié des prochaines mises en ligne. De même, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour du contenu régulier ou encore achetez le dernier numéro de la revue. Merci et à la prochaine.